Radio Union.com CPAM. Exactement 16h05. Bienvenue à votre billet de retour. Nous sommes déjà mercredi le 8 juin 2022 à billet de retour cet après-midi. Mesdames, Messieurs, nos invités sont professeur Pierre Jolicoeur, qui est vice-recteur associé à la recherche du Collège militaire royal du Canada. Nous aurons également comme invité Jean-Emmanuel Pierre, journaliste, politologue, directeur des nouvelles à CEPAM et expert des questions haïtiennes. Nous parlerons aussi à Cédric Dussault, qui est porte-parole du regroupement des comités logement et associations des locataires du Québec. Nous aurons aussi avec nous Dr Jean-Félix Duval, il est président du GISROM, qui est le groupe interrégional de soutien aux réalisations des organisations municipales en Haïti. Alors, une émission qui promet, mesdames, messieurs, un peu pour ça que nous prenons le temps de remercier celle qui nous a aidé à la préparer, cette émission, Madame Asma Heurtelou, notre recherchiste. Et je veux également remercier celles qui vont nous permettre de vous la présenter, cette émission. Il s'agit de Junie Limage, donc qui est à l'accueil téléphonique et aussi à la régie technique du côté de la télévision, parce que cette émission est retransmise également sur CPAM TV et sur Facebook Live, n'est-ce pas, et aussi sur Facebook Live, voilà, parce que pour Twitter et YouTube, ça sera un petit peu plus tard. Et pour tout de suite, il faut aussi parler de notre collaboratrice qui nous aide à vous la présenter, cette émission. Elle est à la circulation de la météo. Elle est également à la régie technique du côté de la radio. Elle s'appelle Dominique. Dominique, d'ailleurs, à qui nous demandons de débuter cette émission tout de suite. Une fois, bienvenue à votre billet de retour. Guerre en Ukraine, jour 105. Sievierodonetsk, en grande partie sous contrôle russe. La ville stratégique de Sievierodonetsk, objet d'une bataille féroce entre forces russes et ukrainiennes, est en grande partie sous contrôle de Moscou, a indiqué mercredi le gouverneur de la région, tandis que les discussions sur les exportations de céréales ukrainiennes étaient dans l'impasse. Plus de 100 jours après l'offensive russe, les conséquences négatives de la guerre dans le monde s'aggravent, tant sur le plan financier et alimentaire qu'énergétique, touchant 1,6 milliard de personnes, a de son côté affirmé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les forces de Moscou contrôlent une grande partie de Sievierodonetsk. La zone industrielle est encore à nous. Il n'y a pas de Russes là-bas. Les combats se déroulent uniquement dans les rues à l'intérieur de la ville, a affirmé sur Telegram Sergei Gadaï, gouverneur de la région de Lugansk, dans l'est de l'Ukraine. Les Russes tirent sur tout, ils détruisent toutes les maisons de Sievierodonetsk avec des tanks, de l'artillerie. Ils tirent sur la zone industrielle aussi, mais les combats sont en cours. Nos gars résistent dans la rue, a-t-il poursuivi. La ville voisine de Lysychansk
est, elle, entièrement contrôlée par l'armée ukrainienne, mais subit des bombardements puissants et chaotiques, a indiqué M. Gadaï, accusant les forces russes de viser délibérément les hôpitaux et les centres de distribution d'aide humanitaire. Ils tirent avec du gros calibre, les destructions sont énormes, a-t-il ajouté. Plus tôt dans la journée, M. Gadaï avait admis que les forces ukrainiennes devraient peut-être se retirer de Sievierodonetsk. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, avait affirmé mardi que les forces de Moscou avaient totalement libéré les zones résidentielles de Sievierodonetsk et contrôlent désormais 97% du territoire de cette région de Lugansk. Depuis la chute du 20 mai du port de Mariupol sur la mer d'Azov, les Russes concentrent leurs offensives sur cette ville qui comptait avant la guerre quelques 100 000 habitants. Ils veulent prendre le contrôle total du bassin minier du Donbass, déjà partiellement contrôlé par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Les forces de Moscou n'ont progressé que lentement jusqu'ici, faisant dire aux analystes occidentaux que l'invasion russe lancée le 24 février a tourné à la guerre d'usure avec des avancées limitées obtenues au prix de destruction massive et de lourdes pertes. Si beaucoup de civils ont évacué Sievierodonetsk et Lysychansk, plusieurs milliers y sont restés, des personnes âgées, les gens qui s'occupent d'elles ou ceux qui n'ont pas les moyens de partir ailleurs. Tous les jours, il y a des bombardements. Tous les jours, quelque chose brûle, témoigne Louri Kramskov, assis sur un banc. Face à la pression des troupes de Moscou, les Ukrainiens répètent avoir urgemment besoin d'armes plus puissantes. La livraison du système de lance-roquettes multiples d'une portée de quelques 80 km, soit légèrement supérieure au système russe, a été annoncée par Washington et Londres, mais on ignore quand les Ukrainiens pourront commencer à les utiliser. Nous sommes reconnaissants pour ces annonces, mais les quantités annoncées sont très faibles. Nous avons besoin de beaucoup plus, a martelé mercredi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Les Ukrainiens se sont jusqu'ici contentés d'armes occidentales de moindre portée telles les 22 obusiers du M19 de conception américaine et d'une portée de quelques 20 km que la Norvège a annoncé mercredi avoir envoyé en Ukraine. L'autre grande bataille se joue sur le front agricole naturellement. Le blocage des ports ukrainiens par la flotte russe de la mer Noire, à commencer par celui d'Odessa, principal port du pays, paralyse ses exportations de céréales, notamment de blé, dont elle était, avant la guerre, en passe de devenir le troisième exportateur mondial. Les pays africains et moyen-orientaux sont les premiers touchés et craignent de graves crises alimentaires. Quelques 20 à 25 millions de tonnes sont actuellement bloquées, des quantités qui pourraient tripler d'ici à l'automne pour atteindre 75 millions de tonnes, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors que Moscou accuse les Occidentaux d'être à l'origine de cette pénurie en raison de leurs sanctions, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rencontré mercredi son homologue turc à Ankara pour discuter des corridors maritimes sécurisés qui permettraient de reprendre les transports de céréales en mer Noire. À la demande de l'ONU, la Turquie a proposé son aide pour escorter les convois maritimes depuis les ports ukrainiens malgré la présence de mines. Lors d'une conférence de presse après leur discussion, M. Lavrov
a assuré que la Russie était prête à garantir la sécurité des navires qui quittent les ports ukrainiens en coopération avec nos collègues turcs. Et maintenant, le ministre ukrainien Dmytro Kuleba a balayé les déclarations de pénurie de céréales, à savoir que la pénurie de céréales est provoquée par l'agression russe en Ukraine et non pas par les sanctions contre Moscou, a déclaré M. Kuleba. Il a assuré que les discussions russo-turques auxquelles l'Ukraine n'était pas conviée avaient un agenda plus large que la question des transports de céréales. Pour lui, la discussion doit se dérouler à l'ONU et les autres efforts pour résoudre ce problème ne sont bienvenus qu'à condition qu'ils tiennent compte des intérêts de sécurité de l'Ukraine. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour ce 105e jour de la guerre en Ukraine menée par la Russie, naturellement. 16h16 minutes. On est prêt, mesdames, messieurs, à aller faire ce premier tour à la circulation de la météo. Et Dominique est prête, elle. Là, elle était prête, elle est encore prête. Bon après-midi, Dominique. Allô, Jean-Hermès, bon après-midi à toi aussi. Oui, Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Bon après-midi à tous. Alors, Dominique, cette circulation se présente comment? Cette circulation, c'est déjà occupé. Ben, on a nos classiques, hein, nos points habituels. Et puis pour le reste, bon, il y a eu quelques incidents. Si on regarde du côté de Laval, Olivier Charbonneau, la 25 Nord, bon, il y a eu un accident de ce côté-là, jonction 25. Alors, à la fin, je dirais la fin du pont est hypothéquée, mais ça a un impact aussi sur le début de la traversée. Alors, c'est ça, vers Péra, depuis Péra à peu près, là, c'est au ralenti pour la 25 Nord, vers Olivier Charbonneau, vers Terrebonne, et ensuite du côté de la 440 aussi. Et en sens inverse, ça va. Pour le pont P9, ça, on est déjà à Saint-Martin et même avant, et ça va comme ça jusqu'à Henri Bourassa. Puis en sens inverse, P9 Nord, c'est vraiment depuis Forêt, un peu avant Forêt, ouais, à peu près, jusqu'à Henri Bourassa. Papineau-Leblanc, la voie de droite pour tourner Henri Bourassa, oui, c'est au ralenti déjà. Et en sens inverse de Louvain, pour Papineau-Nord, c'est Louvain jusqu'à Henri Bourassa vers le pont. Et puis, La Chapelle, c'est à la fin de la traversée, oui, je dirais Quartier-Ville vers Chaumédé et puis Salaberry vers Montréal. Pour le Pont-Vieux, on est au parc 46. Bon, du côté des métropolitaines, la métropolitaine en Est, bon, depuis l'entrée Côte-de-Liesse, je dirais un peu avant Côte-de-Liesse même, presque Cavendish, c'est au ralenti jusqu'à Saint-Laurent. Là, il y a un incident de ce côté-là aussi, Saint-Laurent, un remorquage. Alors, c'est ça, pas Saint-Laurent, Christophe Colomb, Lacordaire, L'Angelier, puis la 25 Sud pour tourner Henri Bourassa, oui, pour tourner pour la 25 Sud, c'est ça, vers le tunnel. Et c'est au ralenti. Et en sens inverse, à l'approche, la 40 Ouest, puis la métropolitaine en Ouest, c'est à partir de l'Accordaire que, bon, c'est ça, vous allez ralentir comme ça vers des carrés, un peu de ralentissement entre les 2,15 en passant, et puis Côte-Vertu pour la 13, pour la 40 Est, du côté 40 Ouest vers l'ouest de l'île, et les ponts de la Rive-Sud, bon, c'est ça, tunnel sud, 25 Sud, là, c'est parti en sens inverse Mortagne. Et puis pour le pont Champlain, la 15 Sud, là aussi il y a eu un incident de ce côté-là. On est à l'échangeur Turcot. Alors c'est ça, jusqu'au tablier du pont. En sens inverse, c'est pas si pire pour le pont Champlain. Mercier Saint-Pierre, et puis Jacques-Cartier, les approches, Saint-Joseph pour Papineau-Sud, Papineau-Nord, Notre-Dame, tunnel Vigée, et puis bon, c'est à peu près ça. Bonne aventure, un peu de ralentissement de ce côté-là, oui, mais pour l'instant, c'est rien de majeur, ça passe encore, Ernest. Voilà. Et puis pour la météo, Dominique? Côté météo, c'est bon, c'est ça, ce soir, soleil, c'est ça, et cette nuit, bon, aujourd'hui, quand même, on est alternant soleil et de nuages, toujours ce soir, ciel nuageux, demain,
de la pluie, et 19 degrés maximum et 14 en soirée, toujours avec des averses, et vendredi aussi des averses. Et bon, là, on parle un maximum de 20 et un minimum de 15 et du soleil pour samedi, et 24 degrés pour samedi. Soleil. Voilà, un soleil. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Germain. Merci. Bonne émission. Merci. Bonne émission à toi aussi, Merci. Dominique. Merci, Et on Germain. se retrouve un petit peu plus tard Oui, à plus pour tard. suivre Oui. l'évolution de la circulation. Merci. Avec plaisir. Merci. Pour l'instant, il est 16h20. On va regarder du côté du téléphone si on peut parler au professeur Pierre Jolicoeur, qui est vice-recteur associé à la recherche du Collège militaire royal du Canada. Bon après-midi, professeur Pierre Jolicoeur. Oui, bonjour. Est-ce que je vous ai bien présenté cette fois-ci? Oui, bien sûr, oui, très bien. Bon. Alors, monsieur le vice-recteur, qu'est-ce qu'on a dans cette 105e journée de guerre en Ukraine? Ça semble confirmer que la Russie s'en va vers un gain de cette grande ville importante, le Sievierodonetsk. C'est difficile à prononcer. Mais c'est une ville qui comptait jusqu'à 100 000 habitants au début de la guerre, mais qui est en train d'être pilonnée et qui devrait tomber totalement d'ici peut-être la fin de la semaine. Oui, effectivement. Donc, c'est une ville de grandeur moyenne, toujours dans le Donbass. C'est une ville, en fait, qui est combinée à une autre. Alors, ce sont deux villes jumelles qui sont séparées par une rivière, le Donetsk. Alors, Sievierodonetsk, la ville dont vous parlez, 110 000 habitants avant la guerre, est passablement détruite. C'est la ville qui fait l'objet là, de l'attention de l'artillerie russe depuis en fait la chute de Mariupol, donc cette ville qui était sur la mer Noire au sud, qui a été bombardée pendant des mois. Alors maintenant que la Russie a capturé cette ville, elle concentre maintenant l'essentiel de son effort de guerre dans le Donbass. Et cette ville de Sievierodonetsk, combinée à la ville voisine de Lysychansk, qui aussi avait à peu près 100 000 habitants, 95 000 habitants. Maintenant, beaucoup moins, évidemment, les gens fuient les combats. Alors, sont à la veille de tomber. Surtout la première ville, Sievierodonetsk, qui est la première en ligne. Les combattants ukrainiens, depuis quelques jours, avaient réussi à faire quelques progrès en début de semaine dans cette ville, mais maintenant doivent reculer et cette ville est sur le point de tomber aux mains des Russes. Alors, pendant ce temps, on parle de négociations ne serait-ce que pour arriver à sortir les produits alimentaires, entre autres le blé russe, le blé davantage ukrainien, des ports qui sont encerclés. On parle de négociations, mais qui ne semblent pas faire l'affaire des Ukrainiens qui voudraient voir, plutôt que d'avoir des négociations entre les Russes et le président, on parle de négociations qui s'est prêté pour être, comment dirais-je, un intermédiaire, n'est-ce pas? Oui, alors, un des problèmes de cette guerre, c'est ce qu'on découvre et depuis quelques semaines, c'est des problèmes de famine potentielle dans le monde que peut générer ce conflit, car et l'Ukraine et la Russie sont deux des principaux pays exportateurs de blé dans le monde et fournissent en produits alimentaires, pas juste du blé évidemment, de l'huile de tournesol, du maïs et d'autres produits, mais la Russie, à cause de l'embargo et de toutes les sanctions économiques, et l'Ukraine évidemment parce qu'elle est sous le feu russe, et ces ports qui servaient pour le commerce international sont sous contrôle russe ou sous embargo par la Russie. Alors, dans les deux cas, leurs produits alimentaires sont bloqués et risquent de générer des famines à certains lieux en Afrique, au Moyen-Orient,
Et donc c'est dramatique pour ces pays. Le cours des produits alimentaires augmente énormément et il commence à y avoir pénurie. Alors la Russie essaie de profiter de cette pression de la communauté internationale qui augmente pour libérer, pour permettre le commerce et surtout exporter les produits qui sont entreposés en Ukraine dans des silos, dans des lieux d'entreposage pour pouvoir être exportés. La Russie dit si on permet cela, c'est bien, mais il faudrait aussi que la Russie puisse exporter ses propres produits. Donc, elle tente. Et là où ça fait véritablement problème, là où ça paraît bizarre, c'est quand même un pays, la Russie, qui veut prendre le contrôle de l'Ukraine. Quand on prend le contrôle, on prend le bon, on prend le mauvais, on contrôle tout. Maintenant, on parle de commerce du produit, le blé ukrainien. Et c'est la Turquie qui propose ses bons offices, mais l'Ukraine dit non, il faudrait, si on négocie, qu'on négocie le tout. Et c'est à l'ONU que je voudrais qu'on négocie tout ça. Tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu et l'Ukraine semble être un interlocuteur aussi important que la Russie. Tout à fait. Alors, il faut comprendre la position ukrainienne. Ils ont peur que si la Russie permet le commerce, donc l'exportation du blé ukrainien, ceci veut dire rouvrir le port de Odessa essentiellement. Et le port d'Odessa, pour l'instant, il est inaccessible car il y a d'abord la flotte russe dans la mer Noire et il y a surtout aux alentours du port d'Odessa des mines marines qui ont été placées à la fois par les Russes mais aussi par les Ukrainiens. Et donc, les Ukrainiens font ça, c'est une mesure de protection. Et la Russie exige le déminage des eaux pour pouvoir permettre aux bateaux de passer. Mais ce que craignent les autorités ukrainiennes, c'est qu'en déminant la région, les autorités russes, les bateaux russes puissent s'approcher des côtes et recommencer à bombarder. Mais donc, c'est la crainte de l'Ukraine que la Russie profite de ces négociations sur l'exportation des céréales pour en faire une position de guerre et donc par la porte arrière attaquer l'Ukraine à nouveau. Alors l'Ukraine est très 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 sceptique. Il faut dire aussi que si ce commerce pouvait prendre place, ça suppose des centaines de bateaux, et là peut-être des bateaux turcs pour avoir un peu de neutralité, mais qui feraient un va-et-vient entre le port de Odessa et les détroits turcs qui permettent d'atteindre la mer Méditerranée et par la suite le monde. Donc il faudrait avoir un va-et-vient constant de bateaux et ce serait une occasion pour les Russes peut-être là, de se cacher, de profiter de ce va-et-vient pour s'approcher des côtes et de pilonner. Mais professeur Jolicoeur, vous comprenez mon étonnement de voir que la voix ukrainienne du président Volodymyr Zelensky porte encore en disant nous n'avons pas encore rendu l'âme, n'est-ce pas? Nous voulons faire commerce et aider à ce qu'il n'y ait pas cette famine en Afrique qui a besoin et qui attend notre blé, mais nous voulons que ce blé-là se rende à nos conditions également, pas à n'importe quel prix. Pas n'importe quel prix. Il faut les comprendre également. Même les autorités russes, non seulement essaient de profiter de l'occasion pour renforcer leur position militaire, mais également, on a vu à quelques occasions que les ressources ukrainiennes ont été pillées par les forces russes, et même le blé a été volé et vendu sur les marchés internationaux comme étant du blé russe, mais de provenance ukrainienne. Et donc, les Ukrainiens veulent s'assurer que ce marchandage soit équitable et surtout à leur avantage et qu'il ne profite pas aux autorités russes. Donc, les Ukrainiens exigent une supervision internationale de la réouverture ou la possibilité d'ouverture de ce commerce
et surtout s'assurer que ce ne soit pas une voie d'entrée pour les militaires Et russes. en terminant, professeur, je pense qu'on n'a pas besoin d'être devin pour dire qu'est-ce qui va arriver dans le Donbass, entre autres la grande ville dont on parle, Sievierodonetsk et les autres. Mais quant à la guerre en Ukraine, je pense qu'il faut quand même avoir une réserve parce que je regarde là, c'est pas fini tant que c'est pas fini, hein? Effectivement, ce conflit se poursuit et progressivement, plus lentement qu'espéré pour les Russes, mais néanmoins, progressivement, les forces russes gagnent du terrain dans le Donbass. Et on peut imaginer que tant qu'ils n'auront pas atteint leurs objectifs, ils vont continuer à bombarder et à progresser. Le problème pour les Russes également, c'est que pour conquérir ces territoires, ils détruisent. C'est une guerre d'artillerie. Et la destruction est presque totale des villes qui sont conquises. Alors, on acquiert du territoire, mais il n'y aura plus grand-chose à faire avec les villes qui sont conquises, car elles sont complètement démolies. Il faut les rebâtir. Et peut-être même, il serait plus facile, dans certains cas, de les rebâtir ailleurs, plutôt que de tenter de réparer les infrastructures qui sont perforées comme des gruyères et qui sont inutilisables. Et il faudrait les occuper aussi, sinon les Ukrainiens passent en arrière et reprennent ces villes-là? C'est passablement difficile car quand même l'armée russe contrôle de façon serrée ces territoires. C'est vrai que les Ukrainiens mènent des contre-offensives et reprennent quelques territoires au nord, un peu dans le sud également, c'est ce qu'on dit, proche de Kherson. Mais les zones qui sont occupées, les zones qui sont prioritaires pour la Russie, il y a peu de chances que les Ukrainiens reconquièrent avec l'état des armements qu'ils ont présentement. Avez-vous pensé, professeur, à l'immensité de ce territoire ukrainien? Faut-il qu'on ait la capacité physiquement d'occuper et de faire régner l'ordre et de chasser chaque fois les Ukrainiens éventuellement? C'est tout un casse-tête aussi. Vous avez raison de le mentionner, et ça, très peu de gens le mentionnent. L'Ukraine, c'est quand même le plus grand pays d'Europe après la Russie. et donc, le territoire occupé par les forces russes, même si on parle de approximativement 20% du territoire ukrainien, ce qui inclut la Crimée, qui est annexée depuis 2014, à peu près 20%. C'est immense comme territoire. Et il faudra que les autorités russes déploient des efforts considérables pour la suite, pour l'avenir, pour conserver ces territoires. Car il y a peu de chances que la communauté internationale accepte que la Russie annexe ces territoires. Et la Russie va être sous le feu encore de la communauté internationale et bien sûr de l'Ukraine qui va contester toute tentative d'annexion de ces territoires. Et donc pour les années à venir, la Russie sera dans une position très difficile. En conclusion, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Il faut attendre la fin et ça risque d'être très long. Merci, professeur Pierre Jolicoeur, vice-recteur associé à la recherche au Collège militaire royal du Canada. Merci, professeur. Ça m'a fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Il est 16h30. On fait la pause commerciale. Au retour, on parle avec Jean-Emmanuel Pierre, journaliste, politologue, directeur des nouvelles et spécialiste des questions haïtiennes. Exactement 16h36. Jean-Emmanuel Pierre, journaliste, politologue, directeur des nouvelles à CEPAM, expert des questions haïtiennes. Jean-Emmanuel Pierre, comment ça va? Ça va bien, Jean-Ernest Pierre, et toi-même? Ça va très bien. Ça veut dire que hier soir, quand on a fini de se parler, il se passait encore... se déroulait probablement le kidnapping de l'épouse de l'autre, ce cinéaste très connu en Haïti. Oui, Arnold, la femme d'Arnold Antonin et sa femme que je connais aussi, Béatrice, qui a été enlevée des bandits armés qui sont allés chez eux. Ils ont... comment on dit ça? Attaché.
ils ont attaché, voilà, je cherchais le terme, parce que j'essayais aussi de parler à des proches et à Arnold, avec qui j'avais parlé durant la fin de semaine, justement par rapport à son film et un éventuel passage à Montréal. Alors, les bandits sont venus donc et ont attaché Arnold Dautonin et sont partis avec Béatrice. Là, il dit qu'il est en train de négocier avec les bandits. Alors, les gens, pour ceux qui ne connaissent pas Arnold Dautonin ou qui en ont entendu parler très rapidement, c'est un intellectuel, un grand cinéaste haïtien parmi ceux qui ont fait les films les plus significatifs. On ne parle pas de la foulée de ceux qui produisent des films. Il travaille beaucoup sur de la documentation, mais aussi ces derniers temps, il a travaillé sur certains films de fiction, même quand il y a un aspect de la réalité, comme par exemple Le Président a-t-il le sida, mais surtout son dernier film, qui est sur Jean-Jacques Dessalines. On sait combien l'histoire a maltraité Jean-Jacques Dessalines, parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, même que dans certains cas, c'est pas les Français qui avaient été des vainqueurs, mais c'était comme. Et donc, il a tenté de rétablir certains aspects de l'histoire avec ce film sur Jean-Jacques Dessalines. Arnold Dautonin est le fondateur du Centre Pétion Bolivar et qui organise, depuis la chute de la Maison du Valais, depuis 1986, je me souviens, Arnold Dautonin avait ce forum démocratique, qu'on appelait forum démocratique, tous les jeudis, qui était organisé à l'hôtel Le Plaza au Champ de Mars, où tous les sujets possibles et imaginables étaient abordés par des spécialistes sur des questions, mais surtout l'ouverture sur des débats démocratiques, l'ouverture sur la nécessité de construire cette démocratie dans l'échange, dans le dialogue, quelles que pouvaient être les divergences. Alors, donc, fondamentalement, c'est quelqu'un qui... Tu es d'accord avec moi, Jean-Emmanuel, que Arnold Dautonin est encore en vie. On va en laisser un petit peu au moment où on espère que ce moment-là viendra le plus tard possible, parce que c'est un intellectuel, comme tu l'as dit, vraiment extrêmement important pour notre pays, pour surtout le cinéma de notre pays, si il en existe encore un cinéma au moment où on se parle, n'est-ce pas? Mais, Jean-Emmanuel, il faut parler de cette situation qui est invivable, qui fait en sorte qu'on n'est nulle part en sécurité dans ce pays, parce que dans un premier temps, on se disait que peut-être que c'est dans les quartiers populaires que ces enlèvements se faisaient, mais là, non. Il s'agit de gens aisés quand même, qui n'habitent pas dans les quartiers populaires et qui vont quand même être kidnappés, Jean-Emmanuel. Ça veut dire que cette possibilité-là est partout. C'est comme tu dis, Port-au-Prince de tous les dangers, mais voilà la preuve que Port-au-Prince, où que l'on soit, que ce soit Belleville ou Pétionville, ben, c'est Port-au-Prince de tous les dangers. Oui, mais ça fait longtemps, ça fait un bout vieux que la question que la violence soit circonscrite dans des zones très très spécifiques, ça fait un bout. D'autant que c'est un peu ce qu'on avait toujours dit, que quand certains bourgeois parlent des bas quartiers de Port-au-Prince et de la population qui habite, c'est toujours ces gens-là. C'est le fameux eux et nous qu'on connaît aussi ici, mais pour d'autres raisons. Donc, et on disait toujours que quand on va finir par
terroriser la population dans les bas quartiers avec le peu de moyens que les gens ont. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir vous trouver là où vous êtes. Et ce ne sont pas les voitures blindées, parce qu'on a déjà vu un homme d'affaires circulant à bord de voitures hyper blindées et qu'on a fait sauter. C'est là qu'on a su également que c'était des groupes extrêmement bien organisés. Et il a tenté de résister, il a été assassiné, etc. Donc la violence s'est progressivement étendue vers Paco, vers le Canapé Vert, vers Pétionville, et dans les hauteurs, là où se trouvent les gens avec les gros moyens, avec et une partie de la guerre qui est déclarée dans certaines zones comme dans la zone de Pétionville, en haut de Pétionville, Thomasin, etc. Il y a une guerre parce qu'il y a des groupes, un peu la réalité, c'est pas un peu, la même réalité qu'on sait qui existe au centre-ville de Port-au-Prince et sur Delma, où d'obligation de taxer, de payer des taxes. Des commerçants sont allés jusqu'à avoir leur propre gang et de commander des armes pour leurs hommes. C'est la même réalité. On a déjà entendu, tu te rappelles, ces journalistes qui avaient été victimes, c'est entre deux feux qu'ils avaient été pris quelque part, entre les hommes de Timacac et les hommes de Toto, qu'on dit qu'il a sa propre sécurité. On dit même que un de ceux qui se trouve en guerre avec les hommes d'Angaravine, qui assure le passage en évitant Martissan, en évitant Fontamara, en passant dans les hauteurs, jusqu'à aller vers La Boule et Pétionville, on parle de La Boule 12, et Jean-Ernest, tout ça entre dans le cadre de contrôle du territoire, et il y a donc des chefs de gang partout au pays. On est ou bien obligé de payer une taxe, ou bien on est victime. Donc c'est un pays qui n'est absolument pas dirigé. C'est un chaos total quand on parle d'Haïti. L'élément que tu évoques, enfin l'enlèvement de Béatrice, la femme de Arnold Antonin, Béatrice Antonin, et c'est un élément qui vient lever le voile encore sur la réalité que le pays est infesté de gangs. J'avais déjà parlé des différents gangs. Comment Port-au-Prince est entièrement, mais à large, ceinturé par des gangs armés. Quand tu prends le bord de mer, tu as donc Iso, tu as le bas de Delma vers la Saline, vers le bord de mer également, qui est contrôlé, la route 9 qui est contrôlée par Barbecue. Maintenant, tu prends la zone de Tabar et tu prends la zone de Tabar, quoi d'émission, etc., qui est contrôlée par un autre gang. Tu as maintenant le Quoi des Bouquets par les 400 Maozo, et ce jusqu'au plateau central maintenant, parce que 400 Maozo se trouve jusqu'à Miambalé, tout le long de la frontière. Et c'est un pays entièrement gangstérisé au moment où nous vous parlons, et ce n'est pas une question d'image, c'est dans le concret, c'est dans la réalité. Et pendant ce temps, Jean-Emmanuel, il n'y a rien qui se fait. Je ne sais pas qu'est-ce que ces bandits-là doivent encore faire pour attirer l'attention et surtout faire en sorte que les personnes qui jouent le rôle d'autorité dans ce pays puissent réagir de manière à les stopper, parce que ils ne sont pas des êtres invincibles, Jean-Emmanuel. On le sait qu'ils ne sont pas invincibles, mais j'ai l'impression qu'ils ont le feu vert à l'effet. Te rappelles-tu, Jean-Emmanuel, au début, lorsque ça commençait à être une situation intenable, il y avait quelques voix dans la communauté internationale qui s'élevaient pour promettre une aide à cet effet. Cette aide-là n'est jamais venue.
autrement dit, Jean-Emmanuel, pour ceux qui déclaraient que ces gens-là, c'était des travailleurs sociaux, des travailleurs de rue, des gens qui n'étaient pas méchants, mais ces gens de la communauté internationale qui sont toujours là ont probablement quelque chose à voir au fait que notre pays soit devenu un pays littéralement invivable, surtout Port-au-Prince. Absolument, mais il ne faut pas oublier que malgré le retrait de ces déclarations, en particulier la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Hélène Nalim, on est resté avec des gangs armés qui jouissent encore de certains privilèges de la part de l'État. On n'oubliera pas que pour la mort de l'empereur, Barbecue avait donné la garantie à Ariel Henry qu'il pouvait venir. Et par la suite, c'était la grande humiliation. Apparemment, l'argent n'avait pas été satisfaisant, mais c'était aussi démontré que Ariel Henry n'était absolument rien. On avait vu non seulement qu'ils ont dû courir, prendre leurs jambes à leur cou pour laisser le Pont Rouge. Par la suite, Barbecue, à la tête de ces hommes, circulait et est allé lui-même déposer une gerbe de fleurs au pied du monument en hommage à Jean-Jacques Dessalines. Mais ce barbecue-là, c'est ce même barbecue qui apparemment continue de fonctionner, soi-disant avec la police dans le rétablissement d'un certain ordre dans le bas de Delma, parce qu'on a vu barbecue soi-disant recherché était il y a 2 week-ends dans les quartiers de Delma qui sont entièrement sous son contrôle et qui faisait des distributions de kits de produits de première nécessité, de la nourriture, etc. C'est-à-dire, Jean-Ernest, que quelque part, il y a, et je t'ai déjà dit, ce que le sénateur, l'ancien sénateur Zokiki, Jean-Renel Senatus avait révélé, qui était que dans certains cas, on l'avait diffusé sur nos ondes, dans certains commissariats, il y a des policiers qui vont faire, soi-disant, la patrouille, mais la patrouille, c'est aller kidnapper, aller voler, aller saisir des voitures, voler des voitures, etc. Et ils appelaient leur commandant pour le commandant pour lui dire bon, et on s'en va en patrouille pour 2 heures ou pour 3 heures. Et puis le commandant donne le feu vert parce que ce qui va rentrer comme cueillette sera remis au commandant qui fera la distribution. C'est-à-dire que tu as aussi une institution policière pourrie. Je reconnais qu'il y a des efforts, je reconnais qu'il y a des fois de temps en temps des choses qui sont en train de se passer, que des policiers font des efforts, mais ça demanderait effectivement un nettoyage de la police si on veut minimalement avoir des résultats sécuritaires. D'abord, Jean-Emmanuel, c'est la volonté d'en finir avec les bandits armés. Ça, c'est la solution numéro 1. Et ensuite, on prépare l'armée en conséquence, l'armée ou la police en conséquence, les forces de l'ordre. Et c'est la solution numéro 2. Mais je pense que d'abord et avant tout, et en haut de tout, il va falloir que cette communauté internationale bien vieillante en Haïti veuille bien qu'Haïti reprenne son souffle, n'est-ce pas, et qu'on cesse de nous présenter les bandits comme étant les gens bien pensants. Et qui justement pensent bien faire en Haïti avec cette désolation. C'est un pays où tout est désolation. Il n'y a pas une journée qu'on n'a pas de mauvaises nouvelles. Et ça, je regarde tout ça, là, c'est avec la perspective de la saison cyclonique qui s'en vient très rapidement, Jean-Emmanuel. Oui, bon, la saison cyclonique qui arrive à grands pas et qui
qui crée les mêmes inquiétudes, parce que malgré le fait qu'on entend parler d'efforts, de mise en place de la part de la protection civile, les inondations, les autres pluies, grosses pluies, parce que on n'a vraiment pas besoin d'avoir un cyclone pour qu'il y ait beaucoup de dégâts. Dès qu'il pleut beaucoup, on a donc des inondations. Les principales villes d'Haïti sont inondées, encore plus la capitale Port-au-Prince, et on ne voit pas de mise en place en ce sens. Et il y avait pour les 100 jours du gouvernement des articles, ça fait déjà un bout, des articles concernant les travaux publics qui n'ont absolument rien fait. On ne voit rien comme matériel de travaux publics dans les rues, dans la perspective de cette période qui revient chaque année au même moment de l'année. Jean-Ernest Pierre, on sait qu'on va s'attendre, la période cyclonique commence de juin à novembre, et pour être plus précis du 29 au 29 novembre, et ça fait toujours les mêmes dégâts, créer les mêmes catastrophes dans les principales villes. À quelques exceptions, je ne veux pas dire que ça ne crée pas toujours des dégâts, mais au moins, par les années passées, Jean-Emmanuel, on a toujours un grand déploiement des annonces de la part de la protection civile, oui, n'est-ce pas? Protecteurs, etc. Et voilà, cette fois-ci, moi je suis cette actualité aussi, Jean-Emmanuel, on dirait qu'il n'y a même pas cette organisation de protection de la société civile. La protection civile est toujours là, mais c'est la campagne. Est-ce que la campagne est lancée, Jean-Emmanuel, avec des annonces? Moi, j'écoute les radios en Haïti, de ces annonces-là, je n'entends absolument rien. Quand on voit comment la saison cyclonique a commencé avec les pays de la région, Cuba en particulier? Non, mais c'est des structures permanentes qui sont là, qui bénéficient de budget, et les gens prennent, les gouvernements, les dirigeants prennent ça très très au sérieux. C'est-à-dire, tu vas à Cuba, mais tu ne m'as pas compris, Jean-Emmanuel. Jean-Emmanuel, oui. Tu ne m'as pas compris, peut-être que je me suis mal exprimé ou tu as mal entendu. J'ai dit que c'est une saison cyclonique, étant donné les détériorations de l'environnement, les annonces qui sont faites, à savoir que les prochaines années seront les plus difficiles. As-tu vu le début de cette saison cyclonique? Les débuts, c'est à Cuba. Et par la suite, on a vu la même situation dans les environs de Miami. Ça veut dire que ça commence en Lyon la saison. Et quand ça va passer sur Haïti, ça va toucher Haïti, Jean-Emmanuel, ça risque d'être encore plus difficile. Bon, absolument. Et on a vu des dégâts d'abord au Mexique, qui se trouve aussi dans la région. On a vu des dégâts au Mexique. On dit que la dernière fois qu'un cyclone avait aussi ravagé le Mexique, ça fait 60 ans, c'était dans les années 1950. Donc ça veut dire qu'il y a là où il y a des infrastructures. Absolument, et des préparations qui avaient été mises en place aussi. Et donc on se rend compte que, et on dit, les spécialistes disent que c'est une saison qui va apporter beaucoup d'intempéries, beaucoup de cyclones, donc il faut s'attendre à des dégâts considérables, surtout dans les départements. Les départements qui sont souvent les plus frappés sont les départements du Grand Sud et le département de l'Ouest. Et parce que comprenez que quand les cyclones arrivent, etc., il y a une protection que le Grand Sud n'a pas nécessairement quand le cyclone traverse, par exemple, la mer, et des fois ça
ça ne jouit pas de protection que d'autres départements comme le Nord pour profiter avec des montagnes, etc., Et surtout etc. le Grand Nord. Hein. Le Grand Nord. Exactement. Jean-Emmanuel, 2 dossiers pour terminer, mais rapidement. Nous regarderons ce dossier dont on ne parle plus. Il s'agit du responsable à la, c'est pas à la douane, n'est-ce pas? On en a fait grand état. Ces bureaux avaient même été fermés, perquisitionnés et tout ça. Qu'est-ce qu'il y en est? Et puis aussi le dossier d'Haïti à l'Assemblée au sommet de l'OEA. Au sommet des Amériques. Des Amériques aux États-Unis, justement. Ariel Henry qui devrait faire une prestation. Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'on attend encore après cette prestation? Parce que je n'ai absolument rien entendu. On attend encore, mais je crois qu'il n'y aura pas d'intervention en tant que telle d'Ariel Henry. Ben, c'est correct. C'est correct. Mais il a été invité comme observateur. Tu sais, il y a des cours auxquels tu peux assister, mais comme observateur. Oui. Tu n'es pas inscrit officiellement. Ou bien, comme on dit, étudiant libre. Étudiant libre, ça c'est en Haïti. Et donc, il a eu quand même une rencontre, enfin, il faut le faire confiance. Il faut faire confiance il faut lui faire confiance. Il a annoncé qu'il avait rencontré le secrétaire général de l'OEA. J'ai vu par la suite des photos, donc, avec son ministre des Affaires étrangères. Et puis, il a rencontré également le président de la Banque interaméricaine de développement, la BID, Mauricio Claver Caroné, et on a parlé du niveau de vie de la population, de l'augmentation de l'inflation, etc., etc. Et donc, à défaut d'intervenir, il multiplie est un terme impropre, il a rencontré 2 dirigeants. Donc, ça doit être ça. Au moment où on se parle, on n'a pas ni d'accord ou de quoi que ce soit qui a été annoncé non plus. Moi, je crois qu'il est en train de faire son public relations, question d'élargir sa plateforme autour de ses patrons. Il dit, par exemple, avec le secrétaire général de l'ONU, avoir discuté de soutien dans la perspective d'organiser les élections. De toute façon, il tient le discours que veut entendre la communauté internationale, c'est-à-dire réaliser des élections coûte que coûte à tout prix. Sauf que Ariel Henry n'a fait aucune mise en place jusqu'à présent dans la perspective d'organisation d'élections. C'est un jouisseur, il est en train tout simplement de jouir du pouvoir. Après, on verra. Quand on lui mettra la pression, mais la vraie, on verra. Mais pour le moment, ça arrange bien ses patrons. On est occupé ailleurs. Il y a la guerre en Ukraine, il y a ci, il y a ça, etc. Donc, laissons donc Ariel Henry profiter du beurre et de l'argent du beurre. Et puis, j'ai parlé de ce directeur ou en tout cas, personne en autorité de la douane en Haïti, dont le bureau avait été... Romel Bell. Monsieur Bell, dont le bureau avait été perquisitionné et on en a fait grand état de la part de l'ULCC. Et qu'est-ce qu'il y en est? En as-tu un petit peu plus? J'imagine que l'ULCC est en train d'enquêter toujours. Puisque on sait que le bureau de Romel Bell lui a été remis quasiment 24 heures après, le lendemain, et le ministre de l'économie et des finances s'est rendu parce qu'il y a les employés de la douane les douaniers qui avaient engagé un mouvement de protestation, qui avaient engagé une grève, et certainement déjà l'assiette fiscale est réduite, on ne peut pas se permettre d'avoir une grève sur les bras dans les douanes du pays. Et c'était ça la menace. Donc on a vu le ministre de l'économie et des finances se rendre à la douane
quasiment, Patrick Boisvert, quasiment s'excusant pour ce qui avait été fait et disant que, son bureau a été remis, lui a été remis à Romel Bell, etc., etc., et puis on n'a plus eu de nouvelles maintenant. Et ça ne veut pas dire que l'enquête ne se poursuit pas. Une enquête du genre, c'est quelque chose qui se fait dans la discrétion. Mais je suis presque sûr que le responsable de l'ULCC va faire un suivi avec le dossier. Je suis presque sûr. Tu es parce presque qu'on sûr. sent que c'est quelqu'un qui voudrait minimalement que l'ULCC fasse un travail, que lui-même, comme responsable de l'ULCC, crée une certaine indépendance. On va voir où ça peut aller, on va voir. Merci Jean-Emmanuel Pierre. Il faut souligner pour des gens qui doivent être en train de se poser la question, Monseigneur Chibli Langlois a eu un terrible accident. Ah oui. Aujourd'hui, il est à l'hôpital, mais son état est apparemment stable. L'accident a eu lieu où? Mais c'est un accident qu'il a eu à un moment. Alors donc je souligne que c'est le cardinal Chibli Langlois. Oui, excusez, crime de lèse-majesté. Ouais, le premier cardinal Langlois, donc qui est blessé dans cet accident de la circulation, qui a eu lieu c'est dans la plaine de Léogane. Alors, Jean-Emmanuel, c'est sur la nationale numéro 2. Si les gens veulent avoir de plus en plus d'informations, c'est ce soir. À 20h ce soir. À 20h. Merci, Jean-Emmanuel Pierre. Merci, Jean-Ernest Pierre. Merci, au revoir. Au revoir. Jean-Emmanuel Pierre, journaliste, politologue, directeur des nouvelles ACPAM, expert des questions haïtiennes. 17h04. On va faire une courte pause, mesdames, messieurs. On revient pour la suite dans un instant. 5 minutes. Le fait pour une femme d'être seins nus dans un lieu public fait beaucoup jaser depuis la sortie publique d'Héloïse Paquette-Poisson la semaine dernière. La jeune femme dénonçait avoir été interpellée par la police pour avoir eu les seins à découvert dans un parc de Québec. Une immense vague de soutien en a découlé au point où une manifestation Libérer les seins est maintenant organisée à Montréal. La manifestation où les participantes sont invitées à se découvrir la poitrine se tiendra le 19 juin dans le parc du Mont-Royal. Parce que l'égalité des sexes est loin d'être atteinte, parce que ça dérange quand on prend le contrôle de notre corps, parce qu'une femme seule peut se faire accoster par 5 policiers pour faire la même chose qu'une 50aine d'hommes autour d'elle. Libérer les seins, peut-on lire sur la page Facebook de l'événement. Ce sera donc une occasion pour celles et ceux qui appuient le mouvement de se faire entendre. Plus concrètement, on chill au tam-tam seins nus ou pas, vous pouvez venir nous supporter, même si vous êtes gêné. C'est ce qui est écrit sur la page Facebook. Personne de tout genre, bienvenue. Si ça vous tente, on vous suggère d'emmener une pancarte féministe puis des snacks. Poursuit l'organisatrice Alice Lacroix sur sa page Facebook. Libérer les seins. Alors, on ne fera pas de commentaires, mais c'est vrai aussi qu'il y a du sexisme dans notre société. Les hommes, l'été, peuvent marcher le torse nu, pas les femmes. Mais
est-ce qu'on devrait aller dans ce sens-là? Madame, mesdemoiselles, messieurs, c'est une question à 100 000 $. Une question à 100 000 $. Est-ce que l'égalité de sexe ou l'égalité des sexes dont on parle peut aller jusque-là? Tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire également. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question toute simple, mesdames, messieurs. Une voiture fonce sur des passants à Berlin, un mort et plusieurs blessés. Le geste inexpliqué d'un chauffeur de 29 ans qui a foncé sur des passants mercredi dans une artère centrale de Berlin a causé la mort d'une enseignante et blessé plusieurs élèves qui se trouvaient en voyage scolaire dans la capitale allemande. Et puis, on parle de relocalisation forcée de CPE. Mathieu Lacombe promet donc qu'il n'y aura pas de bris de service. Québec solidaire dépose une motion à l'Assemblée nationale ce mercredi afin de mieux protéger les CPE d'éventuelles évictions. Vous savez, les évictions, c'est quand le propriétaire dit « j'ai besoin de l'espace pour rénover, c'est mon immeuble et puis c'est mon devoir de restaurer ». Ben, ça peut arriver aussi à une garderie, une CPE. Alors, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, promet donc que les parents dont les enfants fréquentent un centre de la petite enfance qui sera évincé par le Centre de services scolaires à Montréal, le CSSDM, n'auront aucun bris de service. La Ville de Montréal et Québec solidaire interpellent le gouvernement pour qu'il protège mieux les CPE d'éventuelles évictions et relocalisations. Et le ministre de la Famille affirme que certains locaux sont en effet vétustes et qu'ils nécessitent des rénovations importantes. Selon lui, un dédommagement temporaire ou permanent s'avère. On va essayer, dans la mesure du possible, que ça se passe à proximité. Vous voyez que l'immobilier à Montréal, c'est difficile, donc il n'y a pas de solution miracle, a dit M. Lacombe. Je veux être très clair, il n'y aura aucun bris de service, on va s'assurer que tout le monde se porte pour en arriver, que tout le monde se parle pour en arriver à une solution, a-t-il ajouté. La porte-parole de Québec solidaire en matière de famille, Christine Labrie, a également déposé mercredi au Salon une motion qui demande au gouvernement de soutenir les CPE dans leur démarche afin d'éviter l'éviction ou, si nécessaire, de financer leur relocalisation à proximité dans les meilleurs délais. Cette motion a été adoptée à l'unanimité. Le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, assure pour sa part tout faire en son pouvoir pour assurer l'abordabilité de la métropole et espère que le gouvernement du Québec, dont c'est la responsabilité, a trouvé une solution. C'est malheureux que les familles montréalaises soient prises en otage en raison d'un manque de cohésion entre le ministère de la Famille et de l'Éducation. C'est le bien-être et l'avenir des enfants et éducateurs montréalais qui en dépendent, selon le cabinet de la mairesse Valérie Plante. Les CPE Idéfix et Alexis Le Trotteur, situés à Montréal, ont tous refusé au cours des dernières années des augmentations de loyers considérables imposées par le CSSDM. Plus de 280% dans le cas d'Idéfix. Ils se voient donc aujourd'hui contraints d'acquitter des arrérages de loyer de plusieurs milliers de dollars et de se relocaliser d'ici juin 2023. Si ces deux CPE
ne trouvent pas d'emplacement pour se relocaliser, ce sont 160 places qui seront retirées du réseau au moment où les listes d'attente pour en avoir s'allongent et de plus en plus. Exactement 17 heures et quelques 14 minutes, le temps de faire un autre tour à la circulation, la météo, si Dominique est prête. Elle est prête, Dominique. Comment ça va, Dominique? Comment ça va, Ernest? Ça va bien, merci pour toi. Ah oui, ça va. Je vois que tu étais prête. Oui, Ernest. Comme une scout. Oui. Alors, Dominique, cette circulation se présente comment? Bon, ça reste encore occupé. Oui, c'est toujours le cas. Bon, si on regarde du côté de la rive sud, bon, les Papineau Nord, Notre-Dame, Maisonneuve, Papineau Sud, Rachel, Au-Pont et Jacques-Cartier. Début de la traversée de Jacques-Cartier, c'est au ralenti. Et là, du côté de la 132, c'est ça, Tachereau, c'est ça, vers le pont. C'est à cause il y a de l'achalandage, pas mal. C'est un petit peu compliqué. Et toujours pour Champlain, on est la 15 Sud, on est toujours à l'échangeur Turcot. Ensuite, en sens inverse, ça va. Pour Victoria, bon, c'est Wellington, c'est ça, Barbridge, Wellington, c'est occupé. Et Bonaventure, on est au pont Victoria et c'est pas un cadeau. Et ensuite, pour les Mercier, Saint-Pierre, la rive sud, le tunnel 25 Sud, on est à l'échangeur Anjou et en sens inverse, Mortagne, elle est jusqu'à Yves-Prévost, Sherbrooke. Et pour les ponts de Laval, bon, Papineau-Leblanc, c'est la mi-traversée, voie de droite, toujours vers Henri Bourassa. Et puis en sens inverse aussi, un peu de ralentissement. Pour P9, c'est le même scénario, Saint-Martin, de la Concorde, oui, ça va jusqu'à Henri Bourassa en sens inverse de Castille, Henri Bourassa. Et autrement, La Chapelle, c'est à la fin, Henri Bourassa, c'est ça, un peu dans le Gouin. Et puis, parc à Hansik pour le Pont-Vieux. Puis les métropolitaines, on est encore à l'entrée Côte-de-Liesse pour la métropolitaine en Est, début Côte-de-Liesse jusqu'à Descarrés, Christophe Colomb, Lacordaire, Langelier. Et puis, la 40 S de Repentigny, on est à Tricentenaire. Et Tricentenaire jusqu'à la 640. Et pour, en sens inverse, bon, ça va quasiment bien, je dirais, jusqu'à l'approche de la 25, la 40 ouest vers la 25 sud. Du côté, il y a un ralentissement de ce côté-là aussi. Et puis, pour la métropolitaine en ouest, bah, on est à Viau, c'est ça, la Cordaire, Viau. Puis, bon, c'est ça, vers Descarrés, comme ça, c'est au ralenti. Puis, Côte-Vertu reste encore occupée pour la 13. Pour la 13, oui. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Et oui, puis, oui, et puis pour la météo, Dominique, du beau temps? Du beau temps. Ben, ce soir et cette nuit, là, on parle de 15 degrés et avec un ciel nuageux. Demain, des averses, maximum 19, minimum 14 en soirée, c'est ça, de la pluie toute la journée et vendredi aussi de la pluie. Et là, on parle de maximum de 20 degrés et du soleil du soleil pour samedi, 24 degrés. Ouais, c'est ça qui nous attend. Dimanche aussi, alternance soleil et nuage. C'est quand même 24 aussi. Oui, mais oui. Merci, Dominique. Merci, Ernest. Mesdames, Messieurs, pour l'instant, 17h17, dans un instant, nous allons avoir avec nous Cédric Dussault, qui est porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Imaginez qu'en pleine crise du logement, on vient de vous parler de cette possibilité pour des garderies de se faire mettre à la porte. Ouais, c'est vrai aussi, mais c'est le CSSDM. Hein? C'est un peu gouvernemental. Mais oui, mais en pleine crise du logement, des millions à un mois d'Airbnb. Hey! Alors, nous parlons avec Cédric Dussault. Il est porte-parole du regroupement du comité ou des comités logements et associations de locataires du Québec. Bon après-midi, Monsieur Dussault. Bon après-midi. Comment ça va, Monsieur Dussault?
Moi, ça va quand même pas trop mal, mais j'ai pas de problème de logement. Donc, pour les gens qui en ont, c'est pas une période qui est facile en ce moment. C'est pas une période qui est facile, mais pas du tout, pas du tout. Et on voit des folies. Est-ce que vous avez l'impression que ça va s'arrêter? Est-ce que le gouvernement a la volonté de trouver des solutions, selon vous, là, de ce que vous avez vu et des annonces qui sont faites ou de non-annonces qui ne sont pas faites tout simplement? Est-ce que le gouvernement a cette capacité de trouver une solution à cette crise? C'est une excellente question parce que quand vous parlez de volonté, c'est exactement ça le problème, je crois, parce que non-annonce, effectivement, il y a absolument rien qui est annoncé par le gouvernement pour pouvoir remédier à la situation là, qui est très grave. Là. On parle de pénurie de logements un peu partout au Québec, puis de pénurie surtout là, de logements abordables. Il y a énormément de gens là, qui payent de plus en plus cher, qui consacrent une partie de plus en plus importante de leurs revenus à payer le loyer. Puis non, pour répondre à votre question, là, on n'entrevoit pas nécessairement la fin de cette crise-là, tout simplement parce que il semble y avoir vraiment un manque de volonté politique du gouvernement actuel là, d'agir, de prendre des mesures qui seraient vraiment utiles pour contrer cette situation. Alors, Monsieur Dussault, vous et moi, nous sommes au gouvernement et faisons une petite stratégie très simple. Pour, en tout cas, dans un très court laps de temps, apporter une solution hein, à cet engouement vraiment là qui fait augmenter tous les prix. Les prix des logements augmentent pour acheter et naturellement pour louer, c'est la même chose. Il va sentir, pas vrai? C'est parce que il y a un acheteur qui a acheté très cher, qui doit donc louer chèrement pour pouvoir payer son hypothèque, pas vrai? Alors, vous et moi, nous annonçons tout simplement la construction, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, la construction, disons, dans tout le Québec, de combien vous metteriez de logements à prix abordable? Combien? Dites-moi, parce que nous travaillons ensemble, Éric, Monsieur Dussault, Cédric. Écoutez, il y a un besoin, énorme là, pour. En termes de chiffres, là, je sais qu'il y a beaucoup de partis politiques là, qui proposent, par exemple, la construction immédiate là, de 50 000 logements sociaux. Puis, ce qui est important surtout, là, c'est que pas nécessairement le nombre qu'on va construire maintenant, mais d'assurer que ça se maintient dans le temps. Cédric? Oui. Même je vous appelle Cédric. Monsieur Dussault. Oui, il n'y a pas de problème. Plus tard, on se parlera comme Cédric et Jean-Ernest, OK? Mais pour l'instant, Monsieur Dussault, allez, alors on parle de 50 000, étant donné que nous ne sommes pas au gouvernement, nous prétendons, si nous étions, on va pas annoncer 50 000, hein? On va annoncer la construction de 30 000 d'ici, parce que c'est un tour de force que le gouvernement va faire. En combien de temps, là? Disons en 2 ans? Vous voulez dire la construction à partir du moment où on annonce ça? Oui. Alors, on va faire l'annonce, vous et moi, là. Dans combien de temps? Dans 2 ans? Écoutez, c'est sûr que c'est pas nécessairement réaliste actuellement. Allons-y pour 3 ans. Cédric, là, moi, je cherche une solution. Vous et moi, nous sommes là pour trouver des solutions. 3 ans. Oui. Non. Écoutez, c'est sûr qu'avec les moyens, tout est une question de financement et de moyens. Si le gouvernement... Mais le gouvernement a les moyens. Hein, on s'entend, là? Le gouvernement a les moyens. OK? Il y a l'argent du fédéral qui a été donné. Cet argent-là, actuellement, je ne sais pas à quoi il sert, mais il y a l'argent du fédéral. On s'entend? C'est un point intéressant. C'est un point intéressant que vous amenez parce que, justement, le fédéral a donné de l'argent pour construire du logement, puis là, je vais mettre des guillemets, là, abordable. Oui. Puis, en fait, ce
qu'il faut construire, là, c'est du logement qui est du logement social. Puis la distinction, c'est que quand on dit abordable, ça veut pas dire grand-chose parce que ce qui est abordable pour vous ou pour moi va pas nécessairement l'être pour quelqu'un d'autre, puis ce qui est abordable pour quelqu'un d'autre va pas l'être pour vous puis pour moi nécessairement. On s'entend. On Il n'y s'entend. a pas de critères vraiment définis. Non, tant mais, que ça, mais sur ce qui est abordable. Imaginez ce qui Ouais. est inabordable aujourd'hui. Ouais. C'est que dans Montréal et dans la Ouais. région métropolitaine, là, c'est ce logement qu'on appelle dans les grands ensembles, n'est-ce pas, de 3,5 et de 4,5. Un 4,5 aujourd'hui se vend, disons 2 toilettes, eh ben, on demande 350, 320, 300. Et on fait de la surenchère, n'est-ce pas? Quand on demande 280, c'est pour surenchérir parce que je sais que l'autre va proposer plus et moi, je dois proposer plus. Oui. Alors, donc, on veut couper ça. On veut faire en sorte qu'il y ait vraiment une paix dans ce milieu-là. Eh bien, on fait l'annonce et on va le faire, la construction sur 3 ans de 30 000 logements à travers le Québec. Eh bien, celui qui est en train de chercher un logement et qui est prêt à allonger jusqu'à 50 000 $ de plus pour avoir un logement, il se dit non, dans 1 an, on va commencer à avoir des logements, je peux m'accommoder et louer un appartement, je peux m'accommoder et habiter avec ma mère, je peux m'accommoder, habiter avec mon frère. Pas vrai? Mais oui, mais ce qui est important, c'est que, tu sais, quand on va construire ces logements-là, parce que là, si on construit justement des logements comme ça, mais admettons qu'on prend, par exemple, l'argent fédéral pour construire ces logements-là, ben, ce qui est important, ça va être de protéger ces logements-là aussi de la spéculation. Parce que si, par exemple, on commence puis on construit ça et puis que, tu sais, pour l'instant, on met un logement abordable, ben, il n'y a rien qui garantit actuellement que ces logements-là ne seront pas rachetés puis qu'ils soient soit reloués plus cher ou pire que ça, qu'ils soient transformés en hébergement touristique. Mais voilà. Ouais. Alors, on en vient à notre sujet. Et naturellement, vous et moi, nous sommes de bons dirigeants et nous faisons signer à ceux qui vont les acheter, ces logements-là, des ententes à l'effet que ça n'arrivera jamais dans les prochaines 20 années, 15 années. Non, les maisons doivent garder leur valeur, etc., etc. Et ça vient de couper l'herbe en dessous des pieds de ces promoteurs véreux, n'est-ce pas, qui prétendent toutes sortes de difficultés pour nous amener là. Pas seulement les promoteurs, mais c'est toute l'industrie. Moi, j'ai vu des agents immobiliers aussi participer à la crise, faire en sorte de surenchérir. C'est une seule, il y a 70 visites pour un logement, mais une seule séance pour présenter les offres. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde surenchérit, tout le monde veut aller plus haut, plus haut, plus haut. Et qui en gagne? Eh bien, le vendeur et l'agent immobilier. J'en ai une juste en face de moi, mais bon Dieu, je ne veux pas parler trop fort. Cela dit, Cédric, loin de faire des mesures comme ça, le gouvernement Québec prêtera 30 millions à celui qu'on considère comme roi, un des rois d'Airbnb. Pourquoi 30 millions de $ à ce monsieur qui a des logements à louer sous forme d'Airbnb un peu partout à travers le monde, mais surtout aux États-Unis et au Canada? Mais pourquoi? C'est une excellente question, puis c'est la question que j'avais envie de poser justement au gouvernement parce que c'est vraiment difficile à expliquer, puis c'est vraiment difficile à défendre qu'on subventionne avec des fonds publics un acteur qui,
ben, d'une part, est déjà très, très fortuné. Là. Je pense pas qu'ils ont besoin de cet argent-là. Puis d'autre part, c'est qu'ils participent activement à la détérioration du parc locatif. Là. Ils sont directement responsables, Sander, là, de la perte d'énormément de logements qui ont été transformés, qui étaient des logements locatifs traditionnels, là, qui ont été transformés en hébergement touristique. Donc, non seulement on n'aide pas puis on prend pas de mesures pour contrer la crise, mais en plus on subventionne On l'exacerbe, cette crise. Qui empire la crise. Absolument. Absolument. 30 millions de prêts à ce PDG de Sonder, Francis Davidson, qui fait son beurre un peu partout en Amérique et dans le monde. Il en a au Brésil, un peu partout, n'est-ce pas? Et ce montant-là n'est pas justifié alors que c'est autant d'argent qu'on n'a pas mis dans la construction de logements sociaux ici au Québec. Trouvez l'erreur. Non, absolument, c'est ça. C'est que d'une part, comme vous dites, on n'investit pas suffisamment dans la construction de logements sociaux. Puis après ça, on dit qu'on manque d'argent pour construire dans les logements sociaux. Puis à côté de ça, ben on prend 30 millions de dollars puis on le donne à quelqu'un qui apporte strictement rien là, en termes d'hébergement. Là. Non seulement il n'ajoute pas de logement, mais en plus, il n'y a rien qui est créé. Là. Ils vont pas nécessairement ajouter de l'hébergement touristique. Ils vont prendre ce qui existe déjà dans du parc immobilier traditionnel, puis ils vont le transformer en hébergement touristique. Donc, on donne carrément de l'argent à un acteur qui détériore la situation de l'habitation des Québécois parce qu'il faut comprendre que c'est ça, si on ajoute de l'hébergement touristique puis qu'on perd des logements, ça aide en rien à la population québécoise. Au contraire, là, on se retrouve dans une crise du logement qui est encore pire. Et le raisonnement, c'est-à-dire lorsqu'on convertit des logements qui étaient loués de manière régulière en Airbnb, ça cause un véritable problème parce que c'est des logements qui sont loués quelquefois la moitié du temps dans l'année, n'est-ce pas? Donc, c'est des espaces qui restent inoccupés, mais qui rapportent autant, sinon plus, à leurs propriétaires. Et puis, en plus, la logique de tout ça, c'est pas vrai que la population du Québec a augmenté à un point tel qu'il y ait autant de rareté du logement à Montréal. C'est que on fait un autre usage de ces logements qui étaient dans le logement locatif, qui se retrouvent en Airbnb, en autre chose, convertis à faire autre chose, n'est-ce pas? Oui, vous avez entièrement raison. C'est que il n'y a pas eu une augmentation de la population énorme, puis on a une perte locative, donc ces logements-là, ils s'en vont quelque part, puis c'est ça, c'est deux choses, c'est que on ne construit pas assez de logements sociaux, comme on en parlait tout à l'heure, donc depuis des années, donc on est en déficit à ce niveau-là. On n'entretient pas suffisamment ceux qu'on a actuellement. Donc encore là, on perd des logements, puis à côté de ça, on a en plus de la perte de logements avec des entreprises comme Sonder qui transforment des logements en hébergement qui vont louer sur Airbnb. Donc, Cédric vous avez entièrement raison, c'est une perte nette dans le parc locatif. Cédric Dussault, dernière question. On est en année électorale. Ce sujet-là est mis en dessous du tapis. On préfère parler d'autres choses, d'identité québécoise, etc. Comment faire pour ramener cette question-là au centre des débats politiques à l'occasion de cette campagne électorale qui s'en vient à grands pas? Je pense qu'il faut continuer à mettre de la pression sur le gouvernement parce que, vous avez raison, le gouvernement essaie d'attirer l'attention sur autre chose parce que son bilan est tellement catastrophique, en tout cas au niveau du logement, peut-être en d'autres dossiers aussi, qu'il y a avantage à détourner l'attention, mais
il faut mettre de la pression, il faut questionner le gouvernement là-dessus parce que c'est vraiment au gouvernement du Québec là, d'agir en matière d'habitation. C'est une responsabilité qui est provinciale. Puis il faut pas laisser la ministre de l'Habitation, André Laforêt, et puis le gouvernement de la CAQ se défiler à ce niveau-là parce que ils sont responsables par leur inaction au cours des 4 dernières années où ils ont été au pouvoir de l'aggravation de la crise du logement. Donc, il faut continuer, là, surtout en campagne électorale, là, je pense. Là. Il faut continuer à mettre de la pression puis à dénoncer cette situation-là. Cédric Dussault, porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. Prenez bien soin de vous, mon cher. Merci à vous. Prenez bien soin de vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Il est 17h34, mesdames, messieurs, on va faire une autre pause commerciale, mesdames, messieurs, on revient. 1h40, nous avons le plaisir d'être en contact avec Jean-Félix Duval, docteur Jean-Félix Duval, qui est président de JSWOM, groupe interrégional de soutien aux réalisations des organisations municipales en Haïti. Bon après-midi, docteur Duval. Bon après-midi, Jean-Ernst. Comment ça va, docteur? Ça va très bien. Et vous? Moi, ça va toujours bien, mon docteur. Ça va toujours bien. Maintenant, c'est la première fois qu'on se parle depuis la campagne menée par JSWOM. Je sais que ça n'a pas été un très grand succès en termes d'argent, mais qu'est-ce qu'on fait comme bilan, pas seulement sur le plan de la réalisation, sur le plan d'argent recueilli, mais aussi sur le plan des contacts qu'on a pu prendre avec la population montréalaise. Dites-moi, docteur. Bon, comme bilan, on peut dire que le bilan a été très positif. Naturellement, en termes financiers, on n'a pas atteint les objectifs visés au départ pour la simple et bonne raison que toutes nos activités publiques ont été annulées en raison de la pandémie à COVID. On a eu une 5e vague et même une 6e vague qui ont cancellé toutes nos activités. Donc, ça a pu annuler beaucoup d'entrées qu'on prévoyait au départ. Ouais. Donc, au point de vue financier, on n'a pas atteint les objectifs. Mais parce que les objectifs étaient de 3 millions de dollars, hein, si je me souviens bien. C'était l'objectif de départ. C'était 3 millions au départ pour les 3 départements touchés par le séisme du 14 août 2021. Mais on a atteint un maigre 80 000. Donc, avec ça, on peut dire que de ce côté-là, on a passé à côté complètement. Mm-hmm. Mais vous avez dit c'était un premier objectif. Est-ce que vous avez revu l'objectif à la baisse lorsque vous avez vu justement ces activités que vous aviez dû annuler? Oui. On a revu les objectifs à la baisse, on a revu la durée, on a revu aussi les plans de campagne, on a tout revu. Finalement, on s'était rendu compte qu'on allait atteindre environ 75 000, mais on l'a dépassé. On a atteint 81 000 et poussière. Okay. Donc, à date. Et voilà, là, on s'apprête à clore ce chapitre et on va procéder attendez-moi, à la permettez-moi, avant de continuer. Naturellement, c'est une tentative qui a été faite, c'est une première, mais la manière dont vous parlez semble m'indiquer
que ça sera la dernière expérience de JSROM? Non, JSROM a existé depuis 2016 et JSROM va continuer à exister. Absolument, absolument. Et c'est pas à chaque fois qu'il va y avoir des situations comme ça, c'est-à-dire cette COVID qui a dérangé tous les plans, là. Hein, on s'entend. Bon, on s'entend, c'est sûr. Là, qu'est-ce qu'on a fait de très, très, très positif? C'est qu'on a pu s'asseoir et mettre en place une structure qui va permettre à JSFORM de réagir rapidement. Parce que en termes de cataclysme, de séisme naturel, etc., en Haïti, on s'attend à ce que ce ne soit pas le dernier. Voilà. Et on souhaite naturellement qu'il n'y ait pas de situation semblable, mais tel qu'on connaît notre pays, qui est sur la trajectoire naturellement de toutes ces intempéries, pas sûr qu'on n'aura pas d'autres situations comme le dernier tremblement de terre. Cela dit, docteur, vous étiez tout à l'heure sur la lancée de nous dire comment vous allez gérer le 80 000 $. 80 000 $, c'est très peu d'argent, mais pour Haïti, on parle de 80 000 $ canadiens, pas vrai, docteur? Parfait, oui, canadien. 80 000 $ canadiens, comment on va gérer ça? Il y a 3 départements quand même si c'est 80 000 et non 3 millions. Il faut qu'il y ait un partage plus ou moins équitable, non? C'est ça. On avait dit qu'on va distribuer les fonds recueillis aux associations régionales qui œuvrent dans les 3 départements touchés par le séisme. OK. C'est ce qu'on est en train de faire exactement maintenant. On a mis en place un comité externe qui a révisé les appels à projets, les projets qui ont été présentés par les différentes associations régionales et qui nous a fait des recommandations au conseil d'administration. On a pris ces recommandations, on a sélectionné les projets et on s'apprête à faire le dévoilement des associations qui ont été retenues, les projets qui ont été retenus des associations le dimanche 19 juin. Si je comprends bien, docteur, parce que moi j'ai reçu la communication, il va y avoir un brunch ce jour-là. Et si vous me dites que c'est ce jour-là qu'il va y avoir le dévoilement des projets qui ont été retenus, ça veut dire qu'il va y avoir des pleurs et des grincements de dents? Pas vraiment, parce que les associations sont déjà au courant. Ah, bon, voilà. Ça va pas être une remise de je préfère cela. Il n'y aura pas de suspense pour les organisations, j'imagine, parce que, dans le fond, l'organisation, mais c'est d'abord et avant tout les associations régionales. Exact. Ils ont participé à toutes les étapes de la campagne de levée de fonds, de sélection des projets, de distribution, de appel à projets. Tout le monde a participé ensemble. Ouais. Alors, docteur, moi je devrais de temps en temps aussi dire Jean-Félix Duval, n'est-ce pas, parce qu'on a travaillé ensemble et puis il va falloir qu'on travaille davantage encore ensemble pour que la prochaine fois, ça soit la bonne et que l'on puisse aller chercher le maximum de ce potentiel quand même très important qu'on a dans cette communauté haïtienne de Montréal. Cela dit, Jean-Félix Duval, il y a que des membres de la communauté haïtienne ont contribué à faire de cette campagne ce qu'elle a été, je ne dirais pas un très grand succès, mais les gens ont contribué. Il y a des membres de la société d'accueil aussi qui ont contribué. Et je pense qu'il est de bon ton de prendre le temps
de remercier ceux-là qui ont participé et qui ont permis d'atteindre ce montant qui est loin des objectifs, mais on comprend aussi pourquoi on n'a pas atteint cet objectif, n'est-ce pas? C'est quand même bon de prendre le temps de remercier ces gens-là, non? Exactement, c'est ce qu'on va faire le 19 juin. On va remercier tout le monde qui a participé à la campagne de levée de fonds, de loin, de près, directement ou indirectement. On va les inviter, on va parler avec les gens qui ont fait la promotion, les gens qui ont été des porte-parole. On va essayer de rejoindre tout le monde pour que ce soit un succès, que tout le monde sache aussi tout ce qui a été fait durant la campagne, les montants recueillis, qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on a fait, etc., etc. Donc, ça va être, comment on peut dire, le wrap-up, la finalisation de cette campagne. Mais GISROM continue à exister. Les associations sont toujours ensemble, on travaille ensemble, il va y avoir d'autres projets. On a maintenant une structure qui est permanente. On prépare une assemblée générale pour renouveler le conseil d'administration, etc. Donc, on va continuer à travailler. Et comme je vous dis, il va y avoir d'autres événements et puis on va être là beaucoup plus vite. On a raté le momentum la dernière fois parce que le momentum, c'est immédiatement après l'événement. Oui. Donc, étant donné qu'on n'avait pas de structure prête à réagir, ça nous a retardé beaucoup. La prochaine fois, on a une structure prête à réagir rapidement, donc on va pouvoir se mettre en œuvre beaucoup plus rapidement. Et puis, on va attraper le momentum à ce moment-là. Et puis, Jean-Félix Duval, il faudrait aussi rappeler que les Haïtiens doivent faire ce qu'ils doivent faire pour leur pays, ne pas surtout laisser aux autres le soin de faire ce que nous devons faire pour notre pays. Je pense que les Haïtiens d'ici, les gens qui travaillent, qui fonctionnent à Montréal, ont cette responsabilité de se mettre ensemble pour faire quelque chose chaque fois que besoin est, de faire quelque chose pour leur pays, mais toujours dans cette espèce de combat, et je vois GISROM dans ce sens-là. C'est une première expérience, et comme vous l'avez dit, ce n'est pas la dernière, mais GISROM doit être ce catalyseur pour amener les Haïtiens à comprendre cette nécessité de se mettre ensemble, de se faire confiance et de se mettre ensemble et de ne pas seulement à demander à l'étranger d'aller assumer notre responsabilité de fils et de filles de notre cher Haïti, pas vrai? C'est justement le but principal de GISROM et on s'est attelé à ça et c'est dans ce sens-là qu'on continue. Alors donc, on rappelle que c'est le 19 juin, dimanche, dans 2 semaines, qu'il va y avoir ce brunch. Est-ce qu'il y a un coût pour participer, j'imagine, oui? Oui, il y a un coût à cela. Alors donc, les gens, des amis, etc., peuvent, j'imagine, Dr. Félix Duval, parler à une amie, membre d'une association, si on veut participer, avoir le billet pour participer, acheter le billet pour participer. C'est un événement, à ma connaissance, qui se tient de 11h jusqu'à, ma foi, 16h. 16h. Donc, il y aura plusieurs activités dans l'activité, n'est-ce pas? Entre autres, le dévoilement de ces projets. On appelle ça, il y a eu appel à projet. Eh bien, tout ça devrait être dit sur la radio CEPAM. Mais pour l'instant, je veux, pour ceux qui ne seront pas là et qui ont contribué à permettre à GISROM que le président leur dise merci. C'est pas tout le monde qui sera au brunch, docteur. S'il vous plaît,
encourager ces gens-là à participer davantage, n'est-ce pas? Dites-leur merci, Dr. Jean-Félix Duval. Bon, écoutez, je ne sais avec quel mot leur dire merci. Sans eux, il n'y aurait pas d'ISROM, il n'y aurait pas d'association régionale, il n'y aurait rien du tout, il n'y aurait pas de levée de fonds, on n'aurait pas un sou et on ne serait pas là à se parler. Donc, je veux dire merci à l'ensemble de la communauté haïtienne qui a bien réagi à la campagne de levée de fonds, à tous ceux qui ont contribué, qui ont donné de leur énergie, de leur temps, de leur argent aussi, de leur poche, etc. Donc, ça va être l'occasion de remercier tout le monde. On va essayer de faire une belle rencontre à ce moment-là. Puisque, et docteur, ça va être, je dirais, un début. Puisque, docteur, probablement il y aura... d'une association avec la communauté qui, je me permets de croire, va durer longtemps. Et puisqu'il y aura probablement personne pour vous remercier, vous, Dr. Duval, je me permets de vous remercier au nom de tous les membres de GISROM parce que vous avez été vraiment efficace. Ne prenez pas la chose personnelle et ne partez pas. Il faut que vous restiez au sein de l'organisation. Votre prestance, votre compétence peuvent aider effectivement à GISROM de prendre son élan. Et Dr. Duval, merci pour le bon travail. On a besoin de jeunes dynamiques comme vous au sein des organisations de la communauté. Merci pour tout le bon travail et moi, à mon tour, de remercier aussi les autres membres de GISROM et tous ceux-là qui ont contribué. Merci, Dr. Duval, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, mon cher, et puis bon brunch le 19 juin. Merci beaucoup, Jean-Ernst. On va se voir, on va avoir du plaisir ensemble. Absolument, absolument. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Docteur Jean-Félix Duval, président de GISROM. GISROM, c'est le groupe interrégional de soutien aux réalisations des organisations municipales en Haïti. On s'en va tout de suite pour un dernier tour donc à la circulation de la météo. Dominique est prête. Oui, Dominique. Oui, Comment se présentent les choses? Est-ce la fin de l'ordre point, Dominique? non, pas tout à fait. Non, vraiment. pas tout à fait. Non, Bon. pas tout à fait. Du côté de la rive sud, c'est encore difficile. Le tunnel, les deux 25 sud, 25 nord, le Jacques-Cartier, oui, toujours les approches. Et puis, début de la traversée de Jacques-Cartier, le pont Champlain aussi, la 15 sud reste occupée. Bon, c'est ça. Idem pour Bonaventure, les Merciers. Mais du côté de Laval, bon, je dirais qu'il n'y a que P9 qui reste occupé, Saint-Martin-de-la-Concorde. Autrement, Viau, La Chapelle, Olivier, Charbonneau, je dirais qu'il y a une nette amélioration. Papineau-Leblanc aussi, fin de la traversée, pour tourner à Henri Bourassa. Et autrement, du côté des métropolitaines aussi, bon, c'est ça, Côte-de-Liesse, à peu près, Christophe Colomb. Sinon, l'Angelier en joue vraiment, là, tu sais, et en sens inverse, c'est l'approche, je dirais, Viau, Christophe Colomb à peu près. Sinon, vers des carrés, ça va. Et puis, pour l'Ouest aussi, rien de majeur à signaler. Ben voilà. Voilà. Et puis, pour la météo, dernier mot? Oh, bon, la météo, ça n'a pas vraiment changé. On est toujours avec, bon, ciel nuageux, beau alternant soleil de nuages, là. Et puis, le 15 degrés pour ce soir. Et demain, 19 avec des averses en soirée aussi, pour un minimum de 14. Vendredi aussi, averses, 20 degrés. Et 24 pour samedi et dimanche ensoleillé. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je profite. Merci. Merci à vous. Merci, John. Merci à tous. Bonne soirée. Mais à demain. Ouais.
Et on remercie les professeurs qui ont participé. Il s'agit de professeur Pierre Jolicoeur, vice-recteur associé à la recherche du Collège militaire royal de Saint-Jean. Jean-Emmanuel Pierre, journaliste politologue, directeur des nouvelles à CEPAM et expert des questions haïtiennes. Cédric Dussault, porte-parole du regroupement des comités logements et associations des locataires du Québec. Dr Jean-Félix Duval, président de GISROM, groupe interrégional de soutien aux réalisations des organisations municipales en Haïti. Je remercie également mes collaboratrices Asmin Hortelou qui était à la recherche, Julie Limage à l'accueil téléphonique et à la régie technique du côté de la télévision, Dominique à la circulation, la météo et à la régie technique du côté de la radio. Alors, je prends le temps aussi de vous remercier, vous, d'avoir choisi CEPAM et d'être resté fidèle jusqu'à cette présente minute. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous demain après-midi pour une autre émission du même genre. Là-dessus, je vous dis merci, au revoir et à demain.